Alors les mauvaises langues disaient de François Bayrou qu'il jouait la montre, qu'il voulait surtout ne rien faire. Le voilà ce matin qui annonce dans le JDD vouloir soumettre à référendum un grand plan de réforme de l'État et de ses dépenses. Est-il en mesure de le faire et est-ce que vous le suivez sur ce sujet ? Je le suis évidemment sur le fait que nous devons prendre à bras-le-corps la question de nos finances publiques, la question du niveau de notre dette publique, parce que, et c'est un diagnostic, je crois, très largement partagé par les Français, c'est incapacitant par un État d'être comme ça, dans une situation de finances publiques qui crée une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ça fait combien d'années qu'on dit ça, Agnès Pannier-Runacher ? Pourquoi tout d'un coup un grand plan qui d'ailleurs a eu ses clones par le passé? On a déjà annoncé des grands plans de sortir de la dette. Comme vous le savez, en 2017, on avait travaillé à réduire nos déficits publics. On était d'ailleurs sortis de la procédure de déficit excessif. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans, je le rappelle. Se sont ensuite enchaînés des événements dont on peut s'accorder sur le fait qu'ils n'étaient pas prévisibles. Je pense évidemment au Covid. Enfin, sur les 1000 milliards, le Covid, c'est 300. Donc le reste, c'est autre chose. C'est quand même un gros morceau. Et ensuite, vous avez la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, parce qu'il faut nommer les choses, et la crise énergétique qui s'en est suivie. Donc maintenant, nous sommes dans une situation où nous devons reprendre en main nos finances publiques. Nous y travaillons, j'y travaille, mes collègues y travaillent, parce que l'enjeu des services publics... Il y a une unité du gouvernement là-dessus. Évidemment. La question, c'était... Il y a une responsabilité collective. Nous ne sommes pas pour ne rien faire pendant 2 ans. La question ne porte pas sur la situation des finances publiques, si je peux me permettre. Elle porte sur l'utilisation du référendum comme moyen inédit, inattendu, pour poser directement cette question aux Français. Alors, c'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français, parce qu'on le voit, lorsqu'on propose des mesures de réduction des dépenses, c'est l'image de l'artichaut. À chaque fois, si vous dites les retraités doivent faire des efforts, les entreprises doivent faire des efforts, les actifs qui travaillent doivent faire des efforts, ceux qui investissent doivent faire des efforts. À chaque fois, on a un non, une opposition que l'on peut comprendre. Pourquoi ? Parce que chacun se dit, mais pourquoi moi et pas les autres ? Il faut un plan d'ensemble. Et avec un référendum, on pourrait conjuguer les oppositions. Oui, ou on peut au contraire montrer que c'est un plan qui est construit, où chacun prend sa part des efforts, et que dans cette situation, alors j'accepte de prendre ma part d'efforts, moi Français, d'abord parce que ça m'apporte quelque chose. C'est un plan que nous voulons concevoir dans le long terme, qui repose sur une réindustrialisation, qui repose sur le fait de produire plus en France. Vous savez, moi j'ai été ministre de l'Industrie, je me suis battue pour qu'on installe plus de sites industriels en France et on a retourné cette situation ces 7 dernières années. On sent qu'il y a des tensions aujourd'hui, mais ces 7 dernières années, on a enfin remis des sites industriels en France, mais ça ne va pas assez loin. Il faut aller beaucoup plus fort. Christophe Jacobizine. Est-ce que cette proposition de François Bayrou de suggérer au chef de l'État de faire un référendum, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit aux Français, il les consulterait. Tout à fait. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'adoption du budget grâce à l'article 11 de la Constitution ? Alors Christophe Jacobizine, je dois vous dire, je ne suis pas une spécialiste du droit constitutionnel. Et aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit, c'est une option de rendre la parole aux Français pour s'accorder sur ce grand plan de transformation que nous voulons porter. Mais nous pouvons aussi le faire avec le Parlement. Si effectivement, chacun construit de bonne foi cette équation qui doit nous permettre de défendre nos services publics. Je rappelle que les services publics, c'est une colonne vertébrale de l'action de la République, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et que l'enjeu que nous avons, c'est pas de faire moins de services publics, c'est pas de faire des économies de bout de chandelle, c'est d'être plus efficace dans le service public. J'imagine que vous avez sondé l'Élysée avant de venir sur ce plateau pour savoir quel était le sentiment du président sur cette question du référendum. Quand on vous écoute, on a l'impression que ce sondage auprès de l'Élysée ne s'est pas révélé extrêmement enthousiaste sur le référendum. Je trouve que cette interprétation est très large. Non, moi ce que je vous dis, c'est que le président de la République a assumé lors de ses vœux le fait qu'il n'excluait absolument pas d'utiliser un référendum pour en appeler aux Français. Et la question des finances publiques est évidemment un des grands enjeux du moment.
Et c'est d'autant plus un grand enjeu que ça nous concerne tous. Quel monde voulons-nous transmettre à nos enfants ? Sommes-nous d'accord pour considérer qu'il y a des mesures importantes qui doivent être prises au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales et au niveau de notre système de sécurité sociale, la maladie, les retraites. On l'a vu, ce sont des sujets d'ampleur. Ça me paraît pas illogique de dire qu'à un moment, on s'autorise peut-être d'en appeler aux Français. Mais soyons concret, vous dites que les services publics ne seront pas remis en question, évidemment, très bien, mais est-ce qu'on peut sérieusement, à court et moyen terme, réduire la dette et redonner de l'oxygène économique aux Français sans tailler sérieusement dans des dépenses sociales, où les dépenses sociales ont pour vocation d'être stables ou toujours augmentées, mais jamais être amenées à la baisse? Alors, les dépenses sociales, ce n'est pas nécessairement l'équivalent des services publics. Certains remboursements ne relèvent pas des services publics, ce sont des règles de jeu que nous nous donnons collectivement. Quelle est la part de solidarité ? Quelle est la part de l'effort ? Moi, quand je parle de services publics, je parle de l'école, je parle de l'hôpital, je parle... Qui ne vont pas très bien en ce moment et pour lesquels on peut être très cher. Et sur lequel, effectivement, on a un sentiment de frustration parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ils sont empêchés dans l'exercice de leur activité, que c'est plus difficile de trouver des services des urgences qui fonctionnent et en même temps, on a le sentiment qu'on paye très cher. Et donc, il faut rechercher de l'impact. Moi, je le vois sur mon propre portefeuille de transition écologique. Les projets que je porte, par exemple, pour construire des infrastructures qui permettent de disposer de l'eau dans les périodes de sécheresse, sont retardés par mes propres procédures écologiques. Et donc, je suis, je dirais, la première victime... Ouais. Pas de l'écologie. Ce n'est pas de l'écologie. De l'écologie punitive ? C'est pas de l'écologie punitive. Je suis la première victime d'une complexité administrative. Nos fonctionnaires sont les premières victimes d'une complexité administrative. C'est un des grands champs d'action. Cette simplification, cette clarté des règles qui permettent d'aller vite, de faire en sorte que quand on a un projet, on dit vite s'il est bon ou pas bon. S'il n'est pas bon, on arrête. S'il est bon, on continue. Et on ne passe pas notre temps à faire des allers-retours devant le juge avec des recours qui coûtent cher et empêchent d'agir. Ça, ce sont des vraies simplifications dont on a besoin. Et à m'entendre, oui, bien sûr que c'est possible. Parce que, pardonnez-moi, mais le choc de simplification, ça n'est pas cette année que je l'entends. Je l'entends depuis... pratiquement plusieurs décennies. On va faire un choc de simplification, mais à vous entendre encore aujourd'hui, je suis victime. Mais le courage politique, on n'y arrive pas. Non, mais le courage politique, c'est précisément d'aller au-delà de ça. Mais il y a eu du courage politique avant vous aussi, à droite ou à gauche, peu importe. Mais... J'ai porté des chocs de simplification dans des lois précédentes, et je crois qu'on doit aller plus loin. Mais là, on parle d'un choc de simplification globale, une matrice pour pouvoir sortir ce pays du niveau d'endettement dans lequel il est aujourd'hui. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est aussi réinterroger. Et par où on commence ? Est-ce que vous, Agnès Pannier-Runacher, chacune de nos actions. Et vous aussi, par exemple. Est-ce que, concrètement, ça va, j'allais dire, mettre à mal certaines réformes structurelles que vous vouliez entamer, vous, dans votre portefeuille de ministre de l'écologie, parce qu'il y a des priorités et parce qu'il faut sortir le pays de la dette ? Pierre de Villeneuve, moi, j'ai lancé, avant même que le Premier ministre annonce ces démarches de suivi, de remise à niveau des finances publiques, une mission au sein de mon ministère sur les missions de mon ministère, la manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus d'impact, la façon de mieux s'organiser pour... et ça marche ? Et nous sommes en train de finaliser ces travaux, ce qui me met en position aujourd'hui de faire des propositions au Premier ministre. Et je n'ai aucun problème à balayer devant ma porte. Ça veut dire que dire que vous allez renoncer à certains projets ? C'est pas une question de renoncement à certains projets, c'est plus une question de méthode. C'est plus une question aussi d'outils budgétaires que vous utilisez. Je vous donne un exemple. Il y a des sujets sur lesquels nous avons aujourd'hui des solutions qui sont matures en matière écologique, qui, du coup, sur, par exemple, les bornes de recharge électriques, puisque dans mon portefeuille, nous devons décarboner le transport routier. Décarboner le transport routier, une des technologies, pas la seule, c'est l'électrification. Et à la clé, il faut avoir des bornes de recharge. Mais aujourd'hui, on a un système où on commence à avoir un équilibre financier des bornes de recharge. Pourquoi les subventionner ? Et pourquoi, alors que c'est de l'argent public qu'on consomme,
plutôt que de remplacer cela par pardonnez-moi l'expression, un dérisking, c'est-à-dire qu'on avance l'argent, mais si la borne de recharge s'autofinance par le mécanique de perception de la recette, eh bien, on nous rembourse l'argent. Ça coûte moins cher dans les finances publiques. Vous avez des outils. Moi, j'utilise par exemple la Caisse des dépôts. Je travaille avec la Caisse des dépôts pour qu'on consomme moins de subventions sur la rénovation des écoles publiques, rénovation thermique, qui a en plus un avantage, c'est que ça permet aux élèves, aux enfants de travailler dans de bonnes conditions, de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas avoir chaud l'été. Et je le fais en remplaçant de la subvention publique par du prêt à long terme. Parce que comme on fait des économies sur la facture, en fait, on n'a pas besoin vous autofinancez. forcément... Vous n'avez pas besoin de faire des économies puisque vous autofinancez. Exactement. Et donc, avoir cette vision de retour sur investissement, avoir cette vision de long terme qui permet de faire des économies sur le budget tout en étant plus impactant, ça me paraît être effectivement central dans une responsabilité de ministre. À votre place, la semaine dernière, votre collègue au budget, Amélie de Montchalin, a proposé de réduire d'1/3 les opérateurs et les agents de l'État. Elle a cité des agences qui ont un rapport avec l'écologie. Vous avez fait cet audit, vous êtes une des premières à l'avoir fait dans les ministères. Est-ce que vous êtes capable de supprimer 1/3 de vos agences ? Il y a une trentaine d'opérateurs qui dépendent de mon ministère, qui couvrent, je le rappelle, une trentaine d'opérateurs qui couvrent, je le rappelle, la pêche, la mer, la biodiversité, la forêt. Donc c'est un très large portefeuille. Il y a plus de 1000 opérateurs qui sont rattachés à l'État aujourd'hui. Donc très clairement, s'il faut trouver 300 opérateurs à supprimer, la participation de mon ministère sera modeste parce que nous avons déjà fait cet exercice de réunion. Je rappelle que l'Office français de la biodiversité, c'est la création, c'est la fusion de 2 agences en 2019. Je rappelle que donc il n'y a rien qui dépasse, Agnès Pannier-Runacher, pardon de vous couper, mais il y a des choses qui dépassent en disant, tiens, Afuela, vous connaissez Javier Milei. Hop, oui. on enlève. Mais je vous donne un chiffre parce que je pense que ceux qui nous écoutent n'avaient pas forcément en tête que sur les 1000 opérateurs de l'État, et vu le bruit qu'a fait toujours la partie écologique, on a l'impression que c'était que des agences, des opérateurs dans la biodiversité. En réalité, il n'y en a que 30 et je précise, il n'y en a que 30 et effectivement, il y a toujours des possibilités et des progrès à faire, mais 2 choses. D'abord, on ne supprimera pas l'OFB. On ne supprimera pas l'ADEME parce que ce sont 2 agences, 2 opérateurs qui sont essentiels. Non mais on ne fait pas un cluedo là, Agnès Pannier-Runacher. Qu'est-ce qui dépasse dans votre ministère ? Et qui font un travail absolument remarquable auprès des Françaises et des Français, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc je veux le dire ici et rendre hommage à ces fonctionnaires. Et la deuxième chose, c'est quand on fusionne des agences, on ne fait pas d'économie toujours. Moi, je suis une des rares ministres à avoir fusionné l'année dernière 2 agences. Vous avez dit qu'il y avait des choses qui dépassaient. Qu'est-ce qui dépasse ? Très modestement, et ça sera le Premier ministre qui en aura... Non. Très modestement, ça sera le Premier ministre qui en aura la primeur. Vous comprenez bien que ces sujets sont des sujets sérieux, qu'on ne décide pas sur un coin de table et qu'on fait dans le respect... Et qu'on fait dans le respect des fonctionnaires ou des agents contractuels qui en dépendent. Vous vouliez laisser le Premier ministre trancher, mais vous parlez aux Français. Là, les gens vous regardent. Les gens vous écoutent sur Europe 1, vous regardent sur CNews. Tout à fait. Est-ce que vous ne voulez pas leur annoncer une bonne nouvelle en disant tiens, ça va vous coûter moins cher parce que je supprime une agence dans mon ministère ? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais des économies qui impactent et qui améliorent la qualité du travail de mes opérateurs pour les Françaises et les Français. Madame la ministre, supprimer une agence, pour supprimer une agence, ça n'a aucun intérêt. Supprimer des lignes budgétaires qui permettent de faire des économies pour les Français, ça a un intérêt. Et j'y travaille. Et Madame la ministre, je vous donne un exemple. L'ADEME a fait parler d'elle tout récemment, vous en avez probablement souvenir, lorsqu'elle a fait une liste de recommandations sur la vie quotidienne des Français. Par exemple, n'oubliez pas de laver votre slip 1 fois par jour, votre jean 1 fois ou 20 jours peut-être, votre chemise 1 fois ou 4 jours. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'une agence comme celle-là de jouer au gouvernement en expliquant aux Français sur le mode Big Mother, n'oubliez pas de laver votre slip? Alors, ça fait vraiment partie des choses qui tournent, vous voyez, pour essayer de rendre... On ne l'a pas inventé, hein. Alors, un petit peu aussi, parce que ce qui a été mis en avant cette année, ça renvoie à un travail qui date de 2019, donc une période qui est quand même ancienne. Vous savez que moi, j'ai repris en main l'ADEME avec une très grande clarté sur l'émission
les analyses et les études qui sont menées par l'ADEME, qui sont systématiquement validées par l'État. Alors ça peut paraître surprenant, mais ce n'était pas le cas auparavant, de même que j'ai réaligné toute la dimension communication. Et aujourd'hui, l'ADEME, 92% des moyens qui lui sont confiés sont immédiatement restitués à des entreprises qui veulent changer, par exemple, leur four pour passer du gaz à l'électricité, pour gagner de l'efficacité, de la productivité et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils sont utilisés pour créer des réseaux de chaleur dans les villes, pour permettre aux Françaises et aux Français de se chauffer moins cher, là aussi en émettant moins de carbone et en ayant une sécurité sur le prix de l'énergie, parce que quand on se chauffe avec des moyens de production locaux, on ne dépend pas du prix des énergies fossiles, du pétrole, du gaz à l'international. Donc ce sont des projets très concrets qui, aujourd'hui, sont financés par l'ADEME. Donc on pourra laver ses vêtements tranquillement. C'est ça un peu la question. Et à aucun moment, une agence de cette nature ne donne des recommandations. Attendez, à aucun moment. Par contre, moi je peux vous dire, pour avoir fait beaucoup de terrain et beaucoup de consultations sur des enjeux, par exemple, comment on baisse les émissions sur la route, comment on peut réduire son impact environnemental. Beaucoup de Français nous demandent ça. Et beaucoup de Français nous demandent des conseils. Beaucoup de Français nous demandent des conseils très du quotidien. Sur combien de fois de laver son jean et son... Mais vous savez que nous avons eu des questions, c'est une réalité, sur... Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Chacun a son bon sens, non? Non, attendez. On est en 2025. Si je peux aller jusqu'au bout, Pierre de Villeneuve. Pardon. Nous avons des gens qui nous ont dit comment mieux utiliser ma machine à laver, mon sèche-linge et préserver mes textiles. C'est quoi les usages? Est-ce que vous pouvez nous Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État, d'une manière ou de l'autre, de faire ça? Si je peux aller jusqu'au bout. Il y a un électricien pour vous répondre. C'est évidemment quelque chose qui est totalement microcosmique dans l'action de l'ADEME. Mais c'est un peu, vous savez, ces articles que l'on trouve dans des magazines de grande consommation, grand public, qui disent Agnès Pannier-Runacher, à quel point les Français sont perdus en matière d'écologie. À quel point ils ont peur, ça montre surtout qu'ils ont besoin d'être accompagnés positivement. D'être, comment dirais-je, assommés par leur électricien en disant non, parce que vous allez consommer trop d'électricité, c'est pas bon pour la planète. Il y a aussi un questionnement. Je vous prends un peu à témoin, Pierre de Villeneuve. Oula. Vous êtes en train de me dire... Non, mais vous êtes en train de me dire qu'il faut à la fois ne pas accompagner les Français sur l'écologie et en même temps me dire que les Français sont en attente de quelque chose de la part de l'État. Je pose la question de savoir si c'est, et la question est posée par Mathieu, est-ce que c'est le rôle de l'État de répondre à ce genre de questions? Je crois aux Français directement. Alors que là, on demande un référendum sur la dépense publique. Là, je veux bien, effectivement, que François Bayrou consulte Emmanuel Macron de savoir si on va interroger les Français. Ça, d'accord. Mais le fait de savoir combien de fois je dois utiliser ma machine pour pouvoir laver mes vêtements... C'est pour ça que je vous dis très clairement que j'ai recentré l'émission de l'ADEME sur ce qui avait le plus d'impact, qui permettait aux Français de faire des économies d'énergie, qui permettait aux collectivités locales de proposer à leurs habitants des solutions qui sont certaines sur le coût de l'énergie dans la durée et décarbonées, ou de permettre à des entreprises industrielles de se moderniser et d'être accompagnées avec des financements derrière ça. Ça, c'est concret. C'est concret. Et c'est l'impact, et c'est ce que fait l'ADEME. C'est concret comme les ZFE, Christophe Jacobizine. Oui, on va parler de simplification. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait simplifier et que même pour vous, c'était parfois une contrainte dans votre ministère. Les ZFE, les zones à faible émission, elles faisaient partie justement de cette loi de simplification qui est reportée une nouvelle fois. Vous allez nous dire quand cette loi sera examinée par le Parlement. En tout cas, en commission spéciale, la commission spéciale avait prévu l'abandon des ZFE, ces zones à faible émission dans lesquelles les véhicules les plus anciens, les vieux véhicules diesel ou les très vieux véhicules à essence ne pourront plus rouler. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça va dans le sens de la simplification? Ou est-ce que la bonne nouvelle, c'est que la loi a été reportée et que donc les ZFE continuent à vivre? Monsieur Jacobizine, là aussi, ouverte. Oui, tout à fait. Partie. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas que la première des libertés, c'est de respirer sans tomber malade? Je vous pose la question parce que ça veut dire que je vais pas revenir. La spéciale était un mauvais amendement. Je vais pas revenir sur les chiffres qui ont été assez largement partagés sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Plus de 40 000 décès précoces,
des bronchiolites, des asthmes qui se finissent souvent aux urgences, des infarctus, des AVC et surtout 9 mois de vie qui nous sont enlevés en moyenne à cause de ce niveau de pollution de l'air. Alors, je vous le dis de manière très décontractée, je ne suis pas l'auteur des ZFE, je ne l'ai pas porté, je ne l'ai pas fait voter il y a 5 ans, lorsque notamment les collectivités locales nous demandaient d'avoir un dispositif de cette nature et qui est d'ailleurs assez largement partagé en Europe, puisque des zones à faible émission, on en a au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et la vérité commande de dire que ces dispositifs ont eu un impact. Mais quand Alexandre Jardin assez dit fort, que ce sont des zones de forte exclusion pour chasser les pauvres des grandes villes. Si je peux aller jusqu'au bout, parce que je crois que c'est important qu'on l'entende, ces dispositifs ont eu un vrai impact sur la diminution de la pollution de l'air. C'est un des grands éléments du bilan du président de la République, c'est la baisse de la pollution de l'air dans des proportions très importantes, plus de 50%. L'Assemblée a voté leur abandon. Alors, qu'est-ce que vous dites aux députés ? Alors, moi, ce que je souhaite faire, c'est repartir du problème de base. Le problème de base, au fond, c'est quoi ? C'est la lutte contre la pollution de l'air. C'est la lutte contre la pollution de l'air et le fait de concilier cette lutte avec un droit qui est indépassable, qui est la liberté de circuler. Et ce sont mes 2 points d'appui. La liberté de circuler, ça veut dire que parce qu'une voiture critère 3 pollue 3 à 4 fois plus qu'une voiture critère 2 ou 1, ce qui est la réalité, hein, et on ne parle pas de voitures électriques, on parle de voitures thermiques. Je rappelle aussi que les voitures en question sont des voitures qui ont été construites il y a plus de 15 ans ou 20 ans, suivant que le modèle est diesel ou essence.